Cette semaine, les équipes de la ruée vers l'or ne se contentent pas de lutter contre les pannes et la malchance habituelle qui accompagne l'exploitation minière au Yukon. Ils voient des plans soigneusement élaborés se dérouler plus rapidement que quiconque ne l'aurait cru possible, et dans plus d'un camp, les nouveaux membres de l'équipage sont au centre du chaos. Un opérateur novice détruit un camion de roche à 60 tonnes avant de terminer son tout premier quart de travail emprisonnant des milliers de livres de terre précieuse et forçant Taylor Matika à ce qu'il décrit plus tard comme la pire défaillance d'arbre de transmission qu'il ait jamais rencontrée. De l'autre côté du Klondike, Parker Schnabel se rend compte que l'or s'échappe par une écluse que personne n'a pris la peine d'inspecter, tandis que Kevin Beats est aveuglé par la découverte que ses comptes sont déficitaires de 30 et 1 000 $, dus à Parker. Dans le même temps, Rick Ness reste impuissant face à deux chargeurs critiques qui tombent en panne l'un après l'autre, fermant son usine de lavage 2 fois en une seule journée et rappelant à tout le monde qu'une seule mauvaise décision peut détruire des mois de dur labeur. La saison a atteint le point où il n'y a presque plus de place à l'erreur. Chaque équipe travaille sous une pression incessante, équilibrant la diminution de la lumière du jour, la hausse des coûts, l'épuisement des équipements et les objectifs de production qui deviennent de plus en plus intimidants chaque semaine qui passe. Une panne mécanique n'affecte plus une seule machine. Cela se répercute sur l'ensemble de la mine, retardant les camions, privant les usines de lavage de leurs déchets, réduisant la récupération de l'or et exerçant une pression encore plus grande sur les équipes qui travaillent déjà à leurs limites. Dans le Klondike, l'élan est primordial, et une fois qu'il disparaît, il peut être presque impossible de le récupérer. Rick Ness a abordé la semaine avec un véritable optimisme après une course exceptionnelle à Rally Valley. En seulement 3 semaines, son équipe avait récupéré 900 onces d'or, l'une des performances les plus solides jamais réalisées par Duncan Creek depuis des années. Ce succès a toutefois eu un coût car chaque once rentable avait désormais été extraite du sol. La séquence de paie était épuisée, ne laissant à Rick d'autre choix que de chercher une autre section capable de maintenir sa saison en vie avant que son budget et son calendrier ne soient épuisés. Trouver de nouveaux terrains était déjà une course contre la montre, mais les recherches avaient à peine l'occasion de commencer avant que la catastrophe ne survienne. Tôt ce matin-là, le chargeur de Kyle s'est complètement arrêté juste devant l'alimentateur de l'usine de lavage, le pire endroit imaginable pour une panne. Le frein de stationnement a refusé de se desserrer parce que la machine avait complètement perdu la pression d'air, transformant instantanément une chargeuse de 40 000 livres en un mur inamovible qui bloquait toute l'opération. En quelques minutes, les radios de toute la concession étaient animées de voix frustrées alors que la production s'arrêtait. Rick n'a pas perdu de temps pour s'attaquer au problème, la frustration étant inscrite dans chaque mot qu'il prononçait. Si l'usine de lavage restait inactive, aucune saleté ne pourrait être traitée, aucun concentré ne pourrait être collecté et aucun or ne serait récupéré. Chaque minute qui passait représentait de l'argent disparaissant dans les airs, tandis que des camions chargés de saleté commençaient à former une file de plus en plus coûteuse derrière le chargeur en panne. L'équipage a compris que même un court retard se répercuterait sur le reste de la journée. Ryan est arrivé avec un petit adaptateur et a improvisé une solution temporaire en introduisant de l'air comprimé directement dans le système de freinage de la machine en panne à partir d'un réservoir séparé. Lentement, la pression a commencé à monter à l'intérieur des conduites jusqu'à ce que le frein de stationnement soit finalement desserré. Kyle a soigneusement éloigné le chargeur du distributeur avant de le garer à côté du camion-citerne, permettant ainsi à l'usine de lavage de reprendre vie. Pendant un bref instant, chacun crut avoir échappé au pire. Ce sentiment a duré moins d'1 heure. Le seul chargeur encore pleinement opérationnel sur la concession a soudainement subi sa propre panne catastrophique lorsque la tringlerie d'inclinaison s'est complètement cassée en deux. Rick et Ryan ont inspecté les dégâts ensemble et ont immédiatement réalisé qu'ils regardaient quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais vu auparavant. Les anciennes soudures entourant la section centrale avaient finalement cédé, rendant le chargeur complètement inutilisable au moment précis où on en avait le plus besoin. Les 2 chargeurs étant désactivés simultanément, l'installation de lavage est devenue silencieuse pour la 2e fois de la matinée.
Les mécaniciens ont cherché désespérément des pièces de rechange pour découvrir que la courroie d'entraînement responsable de l'alimentation de l'alternateur était introuvable sur la réclamation. Sans cette courroie, l'alternateur a arrêté de charger les batteries, le système électrique a commencé à émettre des codes d'erreur, et finalement, le blocage des freins a immobilisé la machine de Kyle. Un composant relativement peu coûteux avait déclenché une réaction en chaîne qui a entraîné l'arrêt complet d'une exploitation minière. Brian a méthodiquement effectué la réparation malgré la pression croissante qui l'entourait. Une courroie de remplacement a finalement été localisée ailleurs. Sur le compresseur a été réinstallé. Les composants endommagés ont été réinitialisés et les défauts électriques ont progressivement disparu de l'affichage. Lorsque le chargeur réparé a finalement démarré proprement et est revenu vers l'alimentateur, l'installation de lavage a repris son fonctionnement. Cependant, à ce moment-là, de précieuses heures de production avaient déjà été perdues à jamais et Rick savait que ces heures ne pourraient jamais être récupérées. L'équipage a avancé pendant près d'une semaine après les réparations déterminées à rattraper les retards coûteux. Buzz a continué à décaper le terrain pendant que les camions transportaient régulièrement et que l'usine de lavage traitait tout ce qu'elle recevait. Tout le monde espérait que cette semaine difficile se terminerait au moins avec des totaux d'or encourageants, preuve que les revers n'avaient pas été vains. Après tout ce que l'équipage avait enduré, ils avaient désespérément besoin d'une victoire. Au lieu de cela, la salle de l'or a livré une autre déception écrasante. Le poids final s'élevait à seulement 9,28 onces, soit une valeur d'un peu plus de 23 000 $ au prix actuel. Rick regarda la balance avec incrédulité avant de décrire le résultat avec un seul mot, direct horrible. L'or récupéré ne couvrirait même pas les récentes factures de réparation, encore moins les énormes coûts de carburant, de salaire, d'entretien et de dépenses d'exploitation quotidienne nécessaires au fonctionnement de la mine. Buzz a ouvertement accepté sa responsabilité devant l'équipe, reconnaissant que la section n'avait tout simplement pas réussi à produire. Jason a confirmé la douloureuse réalité selon laquelle la récupération de la semaine ne suffirait pas à payer les pièces de remplacement installées sur les chargeuses. La série de salaires, qui semblait prometteuse depuis la surface, s'est estompée presque à néant à mesure que l'exploitation minière progressait plus profondément sous terre. Rick avait investi du matériel, du carburant, de la main-d'œuvre et un temps précieux dans le sol, ce qui n'a finalement presque rien rapporté. Plutôt que de s'attarder sur sa déception, Rick a pris une décision immédiate. Crooked serait fermé sans hésitation et chaque machine disponible serait redirigée vers la découverte d'une autre séquence de rémunération prometteuse avant que la saison ne s'écoule complètement. Matt et Hunter ont été réaffectés au décapage des morts-terrains. Buzz a été transféré à de nouvelles responsabilités et l'ensemble de l'équipage s'est concentré sur l'ouverture de nouveaux terrains. Le contraste entre le succès remarquable de Rally Valley avec 900 onces et le résultat décevant de Crooked avec 9,28 onces illustre parfaitement à quel point l'extraction de l'or peut être imprévisible. Pendant que Rick luttait contre un terrain pauvre, un autre problème grandissait tranquillement au sein de l'exploitation de Kevin Beats. Ash Phillips était arrivé avec son fiancé Matt Keffer, après avoir été recruté par le contremaître Brennan, apportant avec elle 2 décennies d'expérience dans la conduite d'équipements lourds. Sur le papier, elle semblait être exactement le genre de mineur expérimenté dont Kevin avait besoin. En réalité, les tensions montaient depuis des semaines. Hunter Canning lui-même, âgé de seulement 20 ans, avait vu à plusieurs reprises Ash disparaître au camp pendant les périodes de production critiques, se disputer chaque fois que des instructions étaient données et prendre de fréquentes pauses pour fumer pendant que le reste de l'équipage continuait à déplacer la terre. L'effectif de Kevin était déjà dangereusement réduit après le départ anticipé de Kayden et le départ de Buzz pour des obligations familiales. Chaque opérateur manquant signifiait moins de camions transportant des morts-terrains, moins de salaires arrivant à l'usine de lavage et une diminution des totaux d'or à la fin de chaque semaine. Dans une opération fonctionnant avec presque aucune main-d'œuvre supplémentaire, chaque individu comptait. Finalement, Brennan a atteint son point de rupture. Frustré par les interruptions répétées et les retards croissants, il a retrouvé Ash et l'a confronté directement. Son message était étonnamment simple. Il ne demandait pas des heures impossibles, des efforts extraordinaires ou des attentes irréalistes. Il voulait seulement que tout le monde reste engagé, travaille de manière cohérente et continue de bouger chaque fois que le reste de l'équipe bouge.
Brennan a rappelé à Ash qu'il la connaissait depuis 4 ans et ne remettait en question ni son expérience ni ses capacités. De son point de vue, le problème était l'engagement pendant les heures qui comptait vraiment. La mine avait besoin d'opérateurs fiables et non d'excuses ou d'actes de disparition à chaque fois que la production s'intensifiait. Chaque membre de l'équipage dépendait de tous les autres et le manque d'urgence d'une seule personne a ralenti toute l'opération. Ash n'a pas bien accepté les critiques. Avant que Brennan ne puisse expliquer pleinement ses inquiétudes, elle a répliqué, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas voyagé jusqu'au Klondike juste pour être sermonnée ou critiquée. La conversation est rapidement devenue tendue, alors que la frustration qui s'était accumulée depuis des semaines a finalement fait surface. Ce qui avait commencé comme une discussion sur l'éthique du travail est soudainement devenu quelque chose de beaucoup plus personnel, révélant les fissures au sein d'un équipage qui pouvait le moins se permettre un conflit interne alors que la course à l'or entrait dans sa phase la plus critique. La conversation s'interrompt presque immédiatement. Brennan essaie de prononcer une deuxième phrase. Ash se dirige déjà vers un camion disant à Matt qu'elle a terminé. Elle retourne en Alberta. Elle part aujourd'hui, pas demain. Matt l'emmène au camp et essaie de la dissuader. Mais Kevin a déjà appelé. Ashley est lâchée. Matt se voit offrir une chance de rester sans elle. Il ne le prend pas. En quelques heures, ils sont tous deux emballés et à destination de l'Alberta. Et l'exploitation de Kevin compte 2 ouvriers de moins que ce matin-là. Ash dit qu'ils sont venus ici pour gagner assez d'argent pour payer un acompte sur une maison. Et maintenant, tout cela ne sert à rien. Elle ajoute qu'elle n'a pratiquement aucun regret, mis à part le fait qu'elle aurait probablement dû garder la bouche fermée. Brennan a perdu 2 travailleurs et n'a rien gagné. La radio est sur le point d'aggraver les choses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur le bouton d'abonnement car cette saison ne fait que devenir plus sauvage à partir d'ici. La drague de Tony et la sensation de naufrage. Tony Beats est la seule personne sur le Klondike qui exploite encore une drague. Et en ce moment même sa drague coule. La machine vieille de 85 ans flotte sur 2 pontons de 70 pieds et creuse avec 72 sauts sur une bande continue. Une opération avec un équipage de 2 hommes capable de livrer 80 onces par semaine lorsque tout tient le coup. Tony l'a traîné sur 300 pieds à travers les temps à l'aide de 2 bulldozers à encre des 7 tirant la machine de 350 tonnes sur un substrat rocheux surélevé et en position au-dessus de sa seule paix dégelée d'Indian River. C'était une démarche difficile qui nécessitait une réelle coordination entre Tony sur un bulldozer, Mike sur l'autre et Greg Mason gérant la drague elle-même. L'échelle à godet s'est levée, le trommel embarqué a commencé à tourner et pendant quelques minutes, la machine a fait exactement ce pourquoi elle avait été conçue il y a plus de 8 décennies. Puis, Greg. Mason regarde à travers le pont et remarque qu'il s'incline d'un côté. Un ponton a été inondé pendant la nuit. L'avertissement de Greg est simple. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Si la drague prend encore de l'eau et que le générateur tombe en panne, la seule usine d'Indian River en activité de Tony est terminée pour la saison. L'eau et l'électricité ne font donc pas bon ménage. L'autre côté cool, il y a beaucoup plus de choses qui pourraient être endommagées, le générateur, d'autres pompes, des trucs comme ça. Je cherche à voir si c'est déjà arrivé de ce côté. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Arrêtez-vous avant que le salaire inférieur n'ait une chance équitable. La machine de 350 tonnes ne peut pas être facilement pompée depuis la surface. Greg et Mike doivent d'abord abaisser l'étang lui-même en faisant fonctionner la plus grande pompe dont Tony dispose toute la nuit, abaissant le niveau d'eau suffisamment loin pour accéder physiquement à la trappe du ponton inondé. Ce n'est qu'alors qu'une pompe interne plus petite pourra le vider de l'intérieur. Greg localise la source de la fuite, un rivet arraché à l'endroit où la paroi de la coque a été déchirée lorsque Tony a retiré la drague du substrat rocheux. Le mouvement qui a repositionné la machine sur l'or a également endommagé la coque qui la maintient flottante. La réparation elle-même est directe une fois l'eau sortie. Greg répare le rivet. Après 2 jours de perte de production sur la seule usine fluviale indienne en activité, la drague redémarre. Kevin Beats manque de temps. Kevin Beats a acheté de l'équipement à Parker Schnabel la saison dernière, un godet, un éventreur et un camion à roche, accumulant ainsi une dette de près de 130 000 $. L'accord était un paiement de fin de saison. Parker se présente 6 mois plus tard avec la facture. Parker n'a pas perdu le sommeil à cause de cet argent. Il a lui-même dépensé 4,5 millions de $ ce printemps et en cherche 130 000.
La façon dont la plupart des gens vérifient les coussins de leur canapé pour trouver de la monnaie. Je m'en fous vraiment. Je veux juste être payé pour pouvoir payer nos factures, parce que j'ai réussi à dépenser environ 4-5 millions de dollars jusqu'à présent ce printemps, et maintenant j'en recherche 130 000 dollars. C'est comme regarder à travers les coussins du siège. C'est important, mais cela ne l'empêche pas de dormir la nuit. Kevin, en revanche, en perd le sommeil depuis des semaines. Parker ouvre la conversation en demandant si l'accord était de fin de saison, car en ce qui le concerne, c'est ce qu'ils ont accepté. Kevin lui dit oui, mais Parker n'a envoyé la facture qu'il y a quelques semaines. Parker souligne que c'était il y a encore 1 mois. Kevin souligne que Parker a attendu 6 mois avant d'envoyer la facture, et sans facture, il est difficile d'envoyer de l'argent à travers le territoire sans invite. Parker ne s'excuse pas, Kevin non plus. Des allers-retours, aucun des deux ne concède rien. Parker a dépensé 4,5 millions de dollars ce printemps et vise 130 000 dollars comme une personne normale, regarde dans sa voiture pour obtenir un reçu de stationnement. Kevin fait chaque jour le calcul de cette dette. Ils se mettent d'accord jeudi pour le paiement et Parker s'en va pour confirmer l'arrangement directement avec Faith, car Kevin a oublié de joindre son propre partenaire commercial avant de s'engager sur un rendez-vous. Faith dit à Kevin que l'argent qu'il avait mis de côté pour Parker a déjà disparu. Ils en avaient besoin pour maintenir l'opération en vie pendant les pires semaines de défaite. Et maintenant jeudi, et dans 4 jours sans aucune source évidente pour le solde restant. Cela convient dans quelque sorte à ses finances, mais cela a un peu foutu les nôtres. L'argent que j'ai mis de côté pour lui, nous l'avons déjà dépensé. Espérons que cette semaine, nous pourrons en tirer suffisamment pour pouvoir le rembourser. L'usine de lavage de Kevin ferme ses portes la même semaine. Il diagnostique lui-même la panne sans buzz disponible. Une plaque de protection s'est déplacée laissant le tapis de prélavage remonter en biais et perturbant tout le flux de matériaux à travers les seuils. Une plaque de protection mal alignée n'est pas un problème catastrophique, mais c'est exactement le genre de détail qui passe inaperçu lorsqu'il manque 2 personnes dans une équipe et que tout le monde se concentre sur le maintien des machines en mouvement plutôt que sur l'audit de ce qui se trouve en dessous. Kevin l'identifie, réinitialise la plaque à la main et remet l'usine en marche en moins d'1 heure. Le nettoyage qui suit produit 27,57 onces d'une valeur de 97 000 dollars. Kevin le vend le même jour, remet le produit à Parker et couvre autant de soldes impayés qu'il peut gérer. Il doit toujours 31 000 dollars sans aucune source claire dans les 4 prochains jours. Et la saison ne s'allonge pas. L'équipage qui ne sortira pas de son chemin. Hunter Canning supporte le fardeau des liens coupés. Lorsque Matt appelle à la radio et lui dit de raccrocher son téléphone, Hunter dit qu'elle se cure les ongles. Matt dit qu'il l'a vue au téléphone. Elle dit que non. La dispute déborde sur le canal radio ouvert. Ashley intervient depuis la touche avant même d'avoir officiellement quitté la propriété. Et l'opération de Kevin arrête complètement de déplacer la terre. Non pas parce qu'une machine est tombée en panne, mais parce que son équipe se bat pour arracher les ongles sur une radio de travail. Kevin a fini. Il appelle Brennan et rassemble tout le monde sur la coupe. L'exploitation a déjà perdu 2 travailleurs, effectué un nettoyage de 23 000 dollars qui n'a pas couvert les pièces et manque de 31 000 dollars sur une dette qui arrive à échéance jeudi. Kevin n'a ni le temps ni la marge pour tout cela. Kevin leur dit franchement qu'ils n'arriveront pas à 1000 onces sans que tout le monde soit présent et tire dans la même direction. Il a entendu toutes les versions de l'histoire. Il veut maintenant des excuses et un engagement à passer à autre chose. Ash passe en premier. Hunter le suit. Ash reconnaît qu'elle s'est trompée. Hunter s'excuse de l'avoir dénoncé à la radio plutôt que de le traiter de personne à personne. Brennan appelle cela un nouveau jour et renvoie tout le monde à leur machine. Brennan se dirige vers la tranchée et fait un trou d'essai pour vérifier ce qu'il y a réellement dans le sol en dessous d'eux. La poêle revient avec des grenats et des flocons jaunes de l'or véritable posés exactement là où ils devraient être. Kevin se penche au-dessus de la poêle et voit le jaune. Il est super excité, dit-il. Après une semaine qui lui a coûté 2 ouvriers un nettoyage de 97 000 dollars, qui lui a laissé 31 000 dollars de dette envers Parker, et une équipe qui a failli se déchirer à cause d'une dispute radiophonique, Kevin Beats est enfin payé. La question reste ouverte de savoir s'il y a suffisamment de sol en dessous pour que les mathématiques d'une saison complète fonctionnent, mais au moins le sol rend quelque chose en retour. Le problème a 1 million de dollars de Parker. Tater est en train de fermer ce Lucifer pour le nettoyer lorsqu'elle remarque de l'or au fond des écluses.
Pas une trace, pas quelques flocons égarés des tas là où ils ne devraient pas être. Il y a des tonnes d'or en circulation, dit-elle. Ce n'est pas bon. L'or au bas des pistes signifie que l'or s'échappe des rapides et sort de la boîte dans les résidus fins, ce qui signifie qu'il a disparu et ne revient pas. Copy Tyson. Avance-nous, Tattertod, je suis ici à l'écluse, et il semble que nous ayons beaucoup d'or au bas des pistes, et il semble que nous en ayons peut-être perdu un peu. Alors pouvez-vous venir nous chercher, s'il vous plaît? Eh bien, ça n'a pas l'air bien, Todd. Je suis en route. Lucifer traite 250 mètres de terre par heure. À ce débit, et à un prix actuel de l'or d'environ 3500 $, l'once chaque heure supplémentaire pendant laquelle l'usine fonctionne dans ces conditions constitue une perte. Parker ne peut pas quantifier en temps réel et ne peut pas récupérer une fois que le bassin de résidus l'a avalé. Parker reçoit l'appel et arrive quelques minutes plus tard. Tatter lui explique ce qu'elle a trouvé. Son diagnostic arrive rapidement. La boue riche en or frappe la boîte de distribution trop fort et trop rapidement. Et l'or lourd n'a pas suffisamment de temps pour se déposer dans les seuils avant d'être évacué directement par l'arrière de la boîte. L'usine fonctionne probablement ainsi depuis des jours sans que personne ne le sache. La solution Parker est un ensemble de plaques de rebond d'angle en acier fabriquées sur place et soudées dans la paroi arrière de la boîte de distribution selon un angle vers l'intérieur. Le lisier entrant heurte la plaque et redirigé vers le centre de la boîte et perd la majeure partie de son élan vers l'avant au cours du processus. Le flux ralentit suffisamment pour que l'or ait enfin le temps de retomber. Les fusils le capturent. Parker et l'équipe compressent 2 jours de travail de fabrication en une seule journée pour remettre Lucifer sous flux modifié le plus rapidement possible. Tatter est la raison pour laquelle cet or est économisé. Elle a détecté le problème lors de l'arrêt plutôt que de le laisser durer une autre semaine de production complète sans être détecté. Le prochain nettoyage de Lucifer s'élève à 272,15 onces d'une valeur de 953 000 $. Bob et le pont ajoutent 96,5 onces d'une valeur de 338 000 $. L'extension de Sulphur Creek fournit 302 onces, soit le meilleur total d'usine que Mitch ait produit toute la saison. Total pour la semaine 670,65 onces. Saison en cours totale 3541 onces. Parker a besoin de 4459 onces supplémentaires pour atteindre 8000 par gel. Il lui reste des semaines et non des mois pour combler cet écart. Les débutants mettent la patience de Parker à l'épreuve. James Kurtz a 22 ans et n'a jamais mis les pieds sur un site minier avant cette semaine. Il est au volant de l'un des camions à roche A60 de Mitch Blaschke, des machines qui ensemble peuvent transporter 600 mètres de terre par heure, pour nourrir Roxanne, soit près du double de ce que les plus petits camions de la flotte peuvent gérer. Mitch a fait fonctionner les 2 A60 surchargés au-delà de leur capacité nominale afin de maximiser le débit. Son propre père lui a dit directement de ne pas surcharger les camions. Allez avec ce pour quoi ils sont évalués. Ne soyez pas gourmands. Mitch le fait quand même. C'est l'un de ses principes de fonctionnement. Pousser l'équipement plus fort que ne le dit le manuel. Il peut aller voir ce qui casse réellement. James est en train de transporter une charge surchargée sur la rampe lorsque le camion commence à émettre un bip émet 4 codes d'erreur distincts en même temps et cesse de répondre normalement. Il s'arrête et appelle Mitch à la radio. « Hé Mitch, tu en as une copie? Nous avons un problème. Je suis presque sûr que ce camion vient de tomber. » « Oh mec, ce n'est pas ce dont nous avons besoin en ce moment. »« Ok mec, gare ce truc. » La bride d'accompagnement reliant l'arbre de transmission aux roues arrière s'est cassée. Lorsque James a continué à reculer sur la rampe après la rupture de la bride, l'arbre a suivi les roues qui tournaient quand et a détruit tout ce qu'il pouvait atteindre. Au moment où Taylor Matejka arrive au camion et commence à évaluer les dégâts, les conduites de frein ont disparu. Les flexibles hydrauliques sont déchiquetés et la benne est verrouillée avec 60 tonnes de terre à l'intérieur qui n'a nulle part où aller. Taylor considère qu'il s'agit de la pire défaillance d'arbre de transmission qu'il ait vue sur ce chantier. Le camion ne peut pas se décharger. Le salaire qui reste dans la boîte est un poids mort jusqu'à ce que la machine soit suffisamment réparée pour pouvoir être vidée. Taylor effectue la réparation dans l'ordre. Nouveau faisceau de tuyaux en premier enfilé soigneusement dans la machine pour éviter les dommages déjà causés aux composants environnants. Ensuite, un nouvel arbre de transmission a été tendu par le haut positionné sous la charge du moteur Taylor, appuyant physiquement un levier
contre le rotor de frein pour l'empêcher de tourner librement latéralement à un angle dangereux pendant que les boulons s'enfoncent un par un. Le travail prend des heures. Lorsque le camion revient enfin vers la coupe sous son propre essieu, avant, Parker a perdu un bloc complet de temps de production qu'il n'avait pas d'espace libre à absorber. Le convoyeur d'alimentation de Roxane se bloque le même après-midi. Des roches logées dans la poulie de queue déchirent de la courroie et Alec et Liam passent 3h30 à nettoyer le tambour et à réparer la courroie avant que l'usine ne fonctionne à nouveau. Cela agira comme une fermeture éclair. Si cela s'accroche à quelque chose, cela déchirera simplement la ceinture. Nous allons devoir faire venir Alec ici, faire venir Liam, ici tout le monde que nous pouvons pour réparer cette chose aussi vite que possible. Taven Peterson, un nouvel employé de 20 ans qui construit une nouvelle route le long de la rive et de la longue coupe, fait glisser son camion de roche du bord de la berge tout en poussant du matériel. La machine se retrouve avec une roue au-dessus de la chute moteur tournant, charge toujours dans la caisse. Mitch soulève le bulldozer, pousse le matériau de remblai autour de l'avant du camion pour consolider le bord de la berge en dessous, et Taven recule sur un sol solide. Taven a fait ce qu'il fallait. Il s'est arrêté au moment où le camion a mal tourné, a appelé à l'aide par radio au lieu d'essayer de sortir de force et a attendu l'arrivée de Mitch. « Mitch, tu en as une copie. »« Ouais mec, quoi de neuf ? »« Ouais, je suis coincé ici. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main avec le bulldozer. Peut-être retirer l'avant. Très bien, ouais, je vais par là. » Parker a encore 1 heure de retard dans la production et il n'a toujours pas terminé à cause de cela. Buzz et la puce sur son épaule. Rick trouve Buzz garé sur le bord de la route, endormi dans sa machine à la vue de tous les autres membres de l'équipage. Buzz était contremaître l'année dernière. Ce rôle a été attribué à quelqu'un d'autre cette saison et Buzz ne l'a pas dépassé. Il conduit un camion, fait techniquement le travail, mais toute l'équipe a senti la différence dès la première semaine. Il fait le strict minimum. Il rate les départs matinaux. Il se gare pendant les heures de travail et dort. Rick le regarde depuis des semaines sans rien dire, espérant que Buzz retrouverait la version de lui-même qui a fait fonctionner la saison dernière. En privé, il admet qu'il est resté assis en espérant que Buzz se remettrait. Dormir dans la machine à la vue de l'équipage est le moment où Rick décide que tout espoir est terminé. Rick dit à Buzz que tout le monde est fatigué aussi, mais Buzz est celui qui dort sur une machine à la vue de tout l'équipage, et ce n'est juste pour personne. Buzz s'ouvre. Il est en colère contre Bailey, assis dans la cabine de l'opérateur à l'usine de lavage, pendant que Buzz conduit un camion à Roche. C'est lui qui a lancé le projet Rally Valley à partir de rien. Il s'est senti mis à l'écart lorsque son rôle a changé à la mi-saison, et personne ne l'a fait asseoir pour lui expliquer pourquoi. Il porte ce ressentiment depuis les premières semaines, et il s'est répandu depuis. Pendant le sommeil, avec un minimum d'effort. Tellement énervé que Bailey soit assis là dans le lit, n'est-ce pas? Quand j'ai commencé là-bas, quand j'ai commencé ce projet, ouais, je le sais. Et j'ai été expulsé, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas expulsé de ça pour être... Je t'ai expulsé de ça parce que j'avais besoin de toi, j'avais besoin que tu fasses plus d'une chose. Je garde Bailey là-dedans, parce que Bailey n'est pas capable de faire autre chose. Dans le refus visible de s'engager comme il l'a fait l'année dernière lorsque Rick s'est tenu devant toute l'équipe, et a qualifié Buzz de l'une des meilleures personnes avec qui il ait jamais travaillé. Rick en écoute chaque mot sans l'interrompre. Puis, il expose clairement sa position. Buzz n'est pas un opérateur senior, lui dit Rick. C'est un gars de cette équipe, et il va intervenir là où il a sa place ou il va rentrer chez lui. C'est comme ça. Rick ne s'arrête pas là. Il dit à Buzz qu'il a besoin de lui. Il explique que Bailey reste dans la cabine parce que Bailey ne peut occuper que cette seule position. C'est le seul rôle que Bailey peut remplir physiquement au sein de cet équipage. Rick garde Buzz dans un camion précisément parce que Buzz est suffisamment polyvalent pour aller partout où l'opération a besoin de quelqu'un. Et cette flexibilité, c'est la raison pour laquelle Rick ne l'a pas remplacé malgré des semaines d'efforts minimum. Ce n'est pas une insulte déguisée en mission. C'est ce qui se rapproche le plus d'un compliment que Rick sait faire au milieu d'une saison difficile. Rick demande directement à Buzz. S'ils restent, est-ce qu'ils sont bons? Sont-ils sur la même longueur d'onde? Buzz dit oui, il l'embrasse. Rick n'est toujours pas sûr que Buzz ait tout enlevé de sa poitrine. Il y a clairement plus là-dedans et tous deux le savent. Mais pour aujourd'hui, ils vont dans la même direction et cela doit suffire.
Rick a besoin de chaque personne dont il dispose pour traverser le reste de cette saison, avec quelque chose de significatif à montrer. Buzz est toujours l'un des meilleurs de l'équipage lorsqu'il décide de l'être. C'est le pari que Rick fait. Kevin Beats doit toujours 30 et 1 000 $ à Parker Schnabel, et le jour du nettoyage est jeudi. Brennan vient de trouver de l'or dans la poêle au fond de la nouvelle coupe. Mais un seul test de panoramique ne rembourse pas une dette de 30 et 1 000 $. Déposez un commentaire ci-dessous. La nouvelle séquence de paye de Kevin se concrétise-t-elle réellement à temps ou échoue-t-il à nouveau lorsque Parker se présente jeudi et attend le paiement intégral? Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà rattrapé, car la semaine prochaine, cela empire avant de s'améliorer.